Sylvain Chatry, que je présente comme un local, alors c'est au niveau géographique, Perpignan, pour moi c'est local, ça aide administratif, dit de fusion de nos établissements, d'Orly. Sylvain est juriste, et une particularité, c'est que c'est un juriste qu'on comprend. On verra à la fin. Alors le sujet, enjeux juridiques et éthique de l'usage de l'IA. Merci. Merci Christophe. Voilà. Merci Christophe Fournier, merci Henri Benoît pour l'invitation à intervenir dans cette belle journée thématique sur l'IA. J'avais la chance d'être encore dans ces lieux, d'être déjà dans ces lieux la semaine dernière, dans le cadre de l'ouvrage co-dirigé par Christophe. Et il est vrai que c'est pas simple d'être parfois le seul juriste dans une assemblée, encore plus une assemblée de collègues qui sont réputés pour être très exigeants sur les éléments effectivement présentés. Belle complémentarité avec les interventions précédentes. Voilà une petite présentation sur les aspects juridiques et éthiques de l'IA en 15 minutes. On ne sera effectivement pas exhaustif, mais l'objectif effectivement c'est d'attirer l'attention sur certains aspects, certains éléments du sujet, avec un constat largement partagé. C'est là on parlait d'absence de réponse pour l'instant, l'absence de solution avec Anne-Sophie Cazes. Et bien effectivement la communauté ESR est en attente de réponse. On est tous à différents niveaux en réflexion, en accompagnement sur différents sujets, des groupes de travail, des chartes et autres initiatives. Les collègues et les étudiants sont en attente de réponses. Ces réponses, elles peuvent être de trois types. Elles peuvent être techniques, c'est quelle IA, c'est quel choix d'IA, quel type de détection d'usage ou non de l'IA. Elles peuvent être pédagogiques, comment accompagner les étudiants dans la réalisation de l'acquisition de leur apprentissage, et puis elles peuvent être aussi réglementaire à l'échelle d'un établissement. C'est la question de la charte des examens, c'est la question de règles éthiques dans le cadre de la recherche et autres aspects. Alors c'est intéressant d'être avec vous et devant vous dans le cadre de l'enseignement à distance parce que effectivement s'il y a bien un dispositif qui est mis en cause et qui doit se renouveler, c'est bien la question de l'enseignement à distance. Comme l'a indiqué David Cassagne, il n'y a pas trop de difficultés pour les évaluations qui sont en présentiel, mais dès qu'on passe en distanciel, ça devient beaucoup plus problématique. Alors dans ce contexte, ce que je vous propose, c'est de prendre un peu de recul, de hauteur par rapport au cadre juridique. Parce que la communauté ESR, à mon sens, a besoin de prendre connaissance du cadre juridique dans lequel s'insère l'usage de l'intelligence artificielle. Alors ce cadre juridique, il est à différents niveaux. Le meilleur des niveaux, le plus pertinent, serait un niveau international, dans un contexte mondialisé, globalisé. Vous doutez bien que par les temps qui courent et dans les contextes de concurrence, de compétition entre les différents acteurs, c'est pas le niveau le plus privilégié pour établir des règles contraignantes à l'égard de l'ensemble des acteurs. Il existe toutefois des recommandations, plusieurs initiatives, et notamment des recommandations à l'échelle de l'UNESCO, qui sont déjà assez anciennes, 2021, des recommandations sur l'éthique et l'IA. On en reparlera juste après. Le niveau national à l'inverse n'est pas le plus pertinent, parce qu'effectivement, adopter une disposition par le législateur français conduira à des difficultés de mise en œuvre à l'égard des acteurs qui, à l'échelle internationale, viendront développer leur activité, même à destination d'un public français. Et donc le niveau le plus pertinent, c'est le niveau européen, et le législateur européen a pris toute sa part avec l'adoption du RIA, que vous entendez peut-être évoqué ici sur le vocable IA Act, qui a été adopté en juin 2024 et qui pose un cadre harmonisé à l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, pour terminer cette introduction, des petites précisions terminologiques. Droit éthique, aspect juridique, aspect éthique. Pour faire simple, le droit est identifié comme l'ensemble des règles qui régissent la conduite des individus, des règles contraignantes, donc si elles ne sont pas respectées, elles peuvent être
sanctionné. L'éthique est davantage une réflexion sur des comportements, sur des conduites humaines, sur des valeurs. Et si on distingue le droit de l'éthique, c'est que dans ce domaine-là, eh bien, les règles ne sont pas contraignantes tant qu'elles n'ont pas la valeur effectivement juridique. Donc, dans le langage, il faut pouvoir aussi identifier correctement les choses que l'on désigne. Alors, il faut faire attention avec le faux ami ethics en anglais, qui lui désigne à la fois les obligations juridiques et les obligations morales. Donc, effectivement, comme on est souvent confronté à la littérature anglophone sur ces questions, eh bien, quand on est sur l'ethics en anglais, c'est l'ensemble des sujets juridiques et éthiques qui sont abordés. En langue française, on distinguera entre ce qui est contraignant et ce qui ressort plus de valeurs, principes comportementaux. Alors, je vous propose, dans le cadre de cette présentation, d'identifier qu'on est ici dans un contexte où on a des droits fondamentaux qui sont en jeu, dans le cadre de la conception du système d'IA, dans le cadre de l'usage d'IA, qui sont en jeu, on pourrait même dire qu'ils sont en péril. Il y a des risques d'atteinte aux droits et libertés des individus. Et puis on précisera ensuite les choses sur certains aspects, certains droits individuels qui doivent être respectés et qui ont été mentionnés, notamment juste avant. Et on conclura sur les conséquences à tirer de ce cadre juridique sur le choix d'outils et les licences en conséquence. Alors, des droits fondamentaux en jeu, c'est deux textes qu'il faut avoir en tête. Les recommandations éthiques de l'UNESCO, qui mettent bien en avant ces enjeux. Alors, en matière d'intelligence artificielle, on fait toujours le balancier entre tout l'intérêt que procurent ces outils, mais aussi tous les dangers qu'ils font craindre dans le cadre de leur usage, et donc sont mis en avant les risques effectivement d'inégalité, d'exclusion, de menaces de diversité culturelle, sociale, de clivage et autres risques que font encourir ces usages. Et pour parer à ces risques, eh bien, ces recommandations éthiques listent un certain nombre de principes, de valeurs. Alors, vous ne les avez pas tous à l'écran. J'ai retenu à l'écran que ceux qui ont un lien plus direct avec la question de l'éducation, avec la question de l'enseignement. Vous voyez, la question de la vie privée, protection de la vie privée, dans le cadre du suivi d'apprentissage, dans le cadre de la surveillance de l'examen, la question des décisions humaines, la surveillance et les décisions humaines, la place de l'humain dans le contrôle ici, dans l'évaluation et l'obtention de diplômes, la question de la transparence. Je dois mentionner que j'utilise l'outil, c'est un des principes minimum requis, puis la question de l'éducation et le rôle ici, effectivement, dans notre contexte, à sensibiliser et à faire de la pédagogie. Décliné en règles contraignantes, ça donne le RIA. Le RIA, donc règlement sur l'intelligence artificielle, qui définit des pratiques interdites, auxquelles on ne peut pas déroger, et liste des pratiques pour lesquelles il y a de hauts risques pour les droits et libertés. Alors j'ai identifié dans le règlement des aspects où on fait référence spécifiquement à l'enseignement, et on fait référence spécifiquement à l'enseignement s'agissant de, alors pour les pratiques interdites, s'agissant de l'inférence des émotions d'une personne, et dans les autres pratiques interdites, on peut y retrouver de manière indirecte la question de l'enseignement, on a la question de la notation sociale, la question de discrimination en fonction de différents critères. On a aussi la question de la prédiction d'infraction, ça nous rappelle certains films et œuvres romanesques bien connus, pour lesquels ces pratiques ne peuvent pas être développées. Pour les pratiques qu'on peut développer, eh bien vous les avez ici à l'écran, ces pratiques, possibilités, mais pour lesquelles on considère qu'il y a des risques, admission, affectation de personnes, dans le cas de diplôme, évaluation des acquis d'apprentissage, évaluation du niveau d'enseignement, surveillance d'examen. Donc tous ces usages que l'on voit pourront être nombreux dans le cadre de nos établissements et dans le cadre de l'enseignement à distance, eh bien, devront faire l'objet d'un régime particulier avec des obligations pour gérer les risques. Gérer les risques d'atteinte aux droits et libertés des personnes visées par l'utilisation de ces systèmes, avec des obligations notamment de transparence et d'explication sur les modalités d'usage de ces outils. Donc,
On est ici dans un contexte où les obligations en matière d'intelligence artificielle sont énoncées. Elles sont énoncées depuis juin 2024. On a une entrée en application sur 2 années. Et donc, on espère qu'il va y avoir une mise en œuvre, une effectivité de ces obligations. À ce jour, on n'a pas de dispositif qui permette de distinguer entre les IA qui respecteraient les droits fondamentaux, les systèmes d'IA qui respecteraient les droits fondamentaux, et les systèmes d'IA qui ne respecteraient pas. Et donc, ça pourrait être effectivement un travail à réaliser au fur et à mesure. Premier aspect. Deuxième aspect, des droits individuels à respecter. Alors, j'ai voulu insister sur les 3 problématiques principales dans un contexte d'enseignement, la problématique de la propriété intellectuelle, des données personnelles et de la confidentialité. La collègue Anne-Sophie Caz a eu raison de dire tout à l'heure que en fait, ces problématiques, elles existent dans tout type de contexte en matière d'enseignement, mais ou bien ici accélérer, accentuer, aggraver les risques possibles de non-respect de certains droits. Et donc, s'agissant premièrement de la propriété intellectuelle, l'aspect principal en matière d'enseignement et d'enseignement à distance, c'est le droit d'auteur. C'est la protection par le droit d'auteur avec des questions qui sont assez nombreuses. On avait pu les évoquer dans le cadre d'un atelier qui avait été organisé au quartier du numérique, organisé par FUN et l'université numérique. Des questions à se poser. Quels jeux de données sont utilisés par l'IA générative, par le système d'IA générative? Quelles données sont versées par les enseignants? Qu'en est-il des productions des enseignants et de leur diffusion et de leur réutilisation? Qu'en est-il des productions des étudiants? Pour pouvoir apporter de premiers éléments de réponse par rapport à ces aspects, il faut avoir à l'esprit qu'il y a droit d'auteur lorsque est caractérisée une œuvre de l'esprit, qui peut avoir différentes formes, texte, écrit, image, structuration, on peut aller jusqu'au QCM, à la condition que cette œuvre de l'esprit soit originale. Dès lors qu'on est dans ce contexte, eh bien, le droit d'auteur peut être mobilisé pour interdire tel type d'usage et pour maîtriser tel type de diffusion. Alors, quelques éléments de réponse sur ces questions. Quels jeux de données sont utilisés par l'IAG? Utiliser des œuvres protégées dans le cadre des jeux de données pour les systèmes d'intelligence artificielle constitue une contrefaçon. Elle consiste à reproduire l'œuvre pour pouvoir ensuite faire entraîner le système. Et donc, ça consiste en une contrefaçon. L'enjeu ici, il est pour les titulaires de droit, et l'enjeu ne peut être levé, la difficulté ne peut être levée que dans le cadre d'une exception, qui est la fouille de texte et de données, l'exception de text and data mining, qui est possible à l'égard de toutes les œuvres dans le cadre de la recherche. Donc, dans un contexte de recherche publique, il est possible effectivement de verser tout type d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans un système d'IA pour ensuite en tirer des enseignements. Pour d'autres finalités, c'est possible également, sauf si le titulaire de droit a indiqué qu'il ne souhaitait pas que son contenu soit versé dans un système d'IA. Donc, il y a un mécanisme d'opt-out. Il convient pour celui qui a les droits de dire « je ne veux pas que ce contenu soit utilisé par un système d'intelligence artificielle ». Dans ce cadre-là, il y a une bataille importante à l'échelle de l'Union pour imposer au système d'IA de déclarer le respect du droit d'auteur par rapport aux données versées dans le système d'IA, avec une obligation de transparence, de résumer des données utilisées par le système d'IA et les modalités mises en œuvre pour respecter le contenu. Ces informations commenceront à être communiquées pour les plus respectueuses à partir du 2 août 2025. Autre question, quid du droit d'auteur sur ce qui est versé par l'enseignant. Je verse mon cours pour obtenir des QCM, un résumé de mon cours ou des fiches de révision pour les étudiants. Est-ce que ça a une incidence sur ma titularité de droit sur mon cours? Eh bien, le fait de verser ce contenu n'a pas d'incidence, pas de cession de droit. Et quand on regarde les CGU, il n'y a aucune clause qui précise qu'il y aurait une quelconque cession au bénéfice du fournisseur du système. En revanche, le risque,
c'est la perte de la maîtrise du contenu, c'est la réutilisation de ce contenu lorsque le paramétrage n'a pas été vérifié et qu'on n'a pas limité la possibilité de réutiliser ce contenu. Autre question, quid du droit d'auteur sur les productions Quid du droit d'auteur sur les productions? Existe-t-il un droit d'auteur sur ce qui va être produit par l'IA? Le principe à l'échelle, le consensus qui se dessine à l'échelle internationale, c'est qu'il n'y a pas de protection du droit d'auteur. S'il y a peu de participation de l'auteur, si on est sur une production automatique. En revanche, s'il y a une participation importante dans les prompts ou dans des modifications postérieures, dans les informations communiquées, là, on pourrait faire évoluer la qualification. Et il pourrait naître un droit d'auteur. Alors, je propose de ne pas répondre à la dernière question pour passer à la question des données personnelles. L'autre aspect, on parlait de mémoire tout à l'heure. Est-ce que les mémoires sont anonymées avant d'être versées dans le système d'IA? Si c'est le cas, tant mieux, respect de la législation sur les données à caractère personnel. Si ce n'est pas le cas, on est effectivement en contravention de cette législation. Une donnée à caractère personnel est une donnée qui permet d'identifier ou de rendre identifiable une personne. Et dans le contexte d'enseignement, une copie, par exemple, est une donnée à caractère personnel. Et donc, si on veut utiliser ces données, des traces d'apprentissage, par exemple, il y a une obligation d'anonymisation de ces données, sans qu'il soit possible qu'il y ait une réidentification. Et ça se décline selon le comité européen en charge de ces questions. Ça se décline pour un modèle d'IA comme l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes lorsqu'on verse les données, et l'impossibilité, quand on requête le système d'IA, de pouvoir obtenir ces informations de données à caractère personnel. J'avais cette chance de ne pas avoir Christophe dans la salle. Juste là. Dernier élément sur lequel je voulais insister, la question effectivement de la confidentialité. Confidentialité dans les données qui vont être, par rapport aux données qui vont être versées, avoir conscience effectivement qu'en fonction du système d'intelligence artificielle et des paramètres, des options, eh bien, toute donnée, tout élément communiqué, eh bien, peut faire l'objet ensuite de divulgation, en tout cas réutilisé, donc cette perte de maîtrise. Et donc, dans l'absolu, il n'est pas possible effectivement de divulguer des éléments en lien avec le secret des affaires, secret des libérations, attention, s'agissant des travaux de recherche, ses propres travaux de recherche, mais les travaux de recherche des autres également. Les seuls éléments pour lesquels il n'y a pas de difficulté, c'est lorsque ça relève du domaine public. Quand vous avez un élément qui relève du domaine public, le verser dans le système, il n'y a aucun enjeu. Mais attention, ça ne concerne pas la question des données publiques, puisque les données publiques, leur réutilisation libre, elle est conditionnée à l'usage de licence, qui ne sera pas respectée nécessairement par le système d'IA. Et ça ne concerne pas non plus le contenu sous licence libre, parce qu'en fonction des modalités de la licence, ça ne couvrira pas nécessairement les modalités d'utilisation dans le cadre du système d'intelligence artificielle. Ce qui nous amène à la conclusion. Conclusion en 3 points. Choix d'outils et de licences en conséquence. Une fois qu'on a pris connaissance, qu'on a conscience de ce cadre juridique et de ces règles à respecter, premier temps, alors l'ordre, c'est un ordre de faisabilité, le plus faisable jusqu'au plus difficilement faisable à ce jour. En réalité, l'ordre qu'on pourrait dire éthique et l'ordre inverse, qui est de préférer les IA souveraines, mais à ce jour, on n'a pas suffisamment de propositions pour le faire. Et donc, la faisabilité à ce jour, effectivement, c'est d'abord consulter les CGU, les politiques de confidentialité des systèmes d'IA, pour voir à quelle sauce l'utilisateur est mangé, s'agissant des conditions générales d'utilisation du système. Allez voir les clauses s'agissant des données versées, clauses RGPD, propriété intellectuelle, confidentialité. Deuxième option, identifier les IA éthiques, mais à ce jour, on a assez peu d'éléments pour pouvoir différencier sur ces aspects-là les systèmes d'IA. Donc vous avez le site officiel français Compare IA, et à ce jour, il n'y a pas d'éléments sur ces aspects. Ça pourrait être un élément à creuser à l'avenir. Et troisième aspect, préférer les IA souveraines, les IA qui ont été conçues dès le départ en respect d'un certain nombre de principes de valeur, avec une maîtrise souveraine
des données et des modalités de réalisation de ce système d'intelligence artificielle. Je vous remercie.